Et bonjour. Alors, depuis 2005, donc, le slider travaille des questions liées au cinéma, à la mémoire, aux bases de données, à l'interactivité, à la jouabilité, autrement dit, à l'aspect performatif des œuvres. Donc, comme l'a signalé Bertrand, nous sommes 3 dans le groupe, donc quelqu'un qui travaille le son, donc Frédéric, et autre chose, la programmation aussi, quelqu'un qui est plus spécialisé dans la programmation, Hervé Joly, et moi qui suis plus spécialisé dans l'image, on pourrait dire. À 3, on forme un cerveau collectif qui fonctionne plutôt de manière harmonieuse. Donc finalement, notre travail, pour reprendre un peu ce qu'écrit Bernard Stiegler, c'est de partir du prédicat que le numérique est une nouvelle forme de l'écriture, avec l'écriture est la condition du savoir. Donc, et selon l'expression de Jacques Moody, on constitue la technologie intellectuelle. Donc l'ensemble de ces observations nous entraîne à penser que l'avènement du numérique impose de nouveaux systèmes de mise en mémoire et d'accès à la mémoire. Ces systèmes de savoir demandent l'invention donc de nouvelles formes socio-techniques, ce qu'on va essayer de montrer dans cette présentation. Donc on pourrait le dire de manière un peu militante, qu'il faut au XXIe siècle une archiviologie, suivant le mot de Derrida, autrement dit donc une science de l'archive, où l'archivation se fait acte performatif, interprétation active, productive. Donc il faut inventer une organologie archivistique, donc des outils, des nouvelles manières sociales aussi de travailler avec ces bases de données, ces mémoires, de nouveaux instruments mnémoniques qui puissent nous permettre de repenser les relations entre organes physiologiques, organes techniques et organisation sociale. Donc ce que vous voyez là derrière moi, c'est une tour de Babel de l'information, et on part donc pour faire suite à la présentation de Anne Savoie, on part, vous voyez, de ce modèle, en fait, où on a les carrés, c'est les data, et puis les flèches, c'est les liens, on pourrait dire. Et nous, on définit plutôt une architecture de type mosaïque, donc vous avez finalement la diagonale que traçait Anne Savoie, elle est là. Et elle est d'autant plus intéressante que la dernière fois, on était en train de discuter avec des juristes, et que d'un point de vue de la loi, finalement, il y a 2 types maintenant de protection possibles. C'est les data, ça vous connaissez tous. La data appartient à quelqu'un, elle fait partie de l'authorship. Et par contre, ce qui est protégé aussi dans la loi, c'est les liens. Donc cette question immatérielle qui est posée, elle est définie par la loi, elle est protégeable. C'est intéressant, c'est-à-dire que finalement, la forme que l'on donne aux archives est une chose que l'on peut protéger. Voilà. Donc ça conforte ce modèle finalement qu'on a dessiné de manière assez intuitive en partant du phénomène qu'on vit une époque de délinéarisation de l'information. Voilà. Donc Alors nos formes effectivement viennent d'archétypes pour l'instant. Enfin ça c'est les premières images que nous donnions finalement d'une esthétique par exemple de la requête. Là, on voit dans la tour de Babel qu'une requête c'est pas simplement quelque chose qui serait spatial ou simplement ou aussi temporel bien sûr, mais c'est aussi quelque chose qui peut prendre diverses topologies, notamment ici, une requête c'est au départ un chat blanc, déjà vous avez moins de quelques millions de chats blancs, puis après on va monter chat blanc peinture impressionnisme, et puis on peut tomber effectivement sur le chat de Bonnard par exemple, et là on voit effectivement qu'il y a une progression et une forme qui peut se dessiner. D'autres formes archétypales, alors là c'est presque de l'architecture pour le coup, c'est comment finalement, d'un point de vue économique, placer une grande quantité, une grande collection d'images dans un espace réduit, et ça c'est des questions de représentation, représentation que les artistes, mais aussi les architectes ont pris. Vous voyez sur le bas de l'image la tour de Dan Lundbeck, la tour de 1001 moniteurs, qui, d'une certaine manière, présageait des tours de l'information, fameux autoroute de l'information que nous connaissons tous. Ces modèles finalement de tours, on les a déclinés dans des roues, en fait. On les a testés donc, notamment avec une base de données qui était celle de Marais, de Jules-Étienne Marais. On a construit donc un meuble qui nous a permis finalement de mettre en scène de manière didactique, on pourrait dire, une centaine d'images de Marais.
Donc, pour vous montrer comment ça fonctionne, il y a cette vidéo. Donc on a un cylindre, finalement l'idée c'est de, ce que l'on ne voit pas sur Internet, c'est de montrer toute la base de données, c'est-à-dire que tout ce qui est dans la base de données est visible. Ça répond aussi à la question de Dominique Caron tout à l'heure, on ne voit pas les choses, si on peut les voir. Et donc c'est un peu ces systèmes donc, de formes en 3D qui nous permettent de montrer ces choses-là. Toutes les images que vous voyez sont indexées avec un programme qui est fait en relation avec la conservatrice du musée, et nous permet à ce moment-là de naviguer intelligemment, on peut dire, dans cette base de données, avec sur un plan horizontal donc des écrans qui portent des, on pourrait dire des activités plus didactiques, bon, voir de plus près l'image, voir l'image donc en action, on pourrait dire, c'est-à-dire développer un peu les concepts de Marais concernant le mouvement, par exemple, ou des films qui viennent de laboratoires sur la question du mouvement, des flux, des masses d'air, des choses comme ça, qui nous permettent de reconsidérer la pensée de Marais aujourd'hui, et puis un écran qui est plus à droite et qui porte l'ensemble des informations, on pourrait dire, disponibles sur l'image à un temps X, par exemple. Le meuble est connecté sur Internet et peut être augmenté en temps réel par toutes les personnes qui ont autorité, disons, sur la base de données. Donc ce n'est pas un objet fermé, c'est plutôt un objet ouvert. Sur le plan théorique, effectivement, on peut se poser cette question de la place du spectateur dans ce type de rapport, finalement, à l'œuvre ou à l'objet interactif. On voit effectivement que peut-être que ce qui augmente, du point de vue paradigmatique, peut-être la relation du spectateur à l'objet, c'est que traditionnellement, on parle du sensible et de l'intelligible, c'est-à-dire ces deux manières d'être au dispositif. On voit que dans l'appréciation, dans le système d'appréciation qu'on peut avoir de ces objets, le faire maintenant rentre en ligne de compte. C'est-à-dire on est amené finalement à rentrer dans un processus action, dans une action physique, corporelle. Et donc il faut imaginer finalement plutôt une relation à trois, c'est-à-dire la question de la perception, de l'intelligible et du faire. Et les trois sont en boucle et nous permettent justement de mieux comprendre, de ressentir et ensuite de faire. Voilà, donc le geste articule la praxis, donc l'activité, et la poiesis. Vieil antagonisme justement entre praxis et poiesis. Et là, le geste peut-être justement les articule et peut-être les réconcilie d'une certaine manière. Une autre manière de dire ça, en fait, c'est de montrer ça. C'est-à-dire que le geste et la poétique, c'est-à-dire que là, ce dessin, il articule finalement deux roues perpendiculaires. Ça, c'est le modèle de Lull, on pourrait dire le modèle historique du 15e, 16e siècle de Raymond Lull. Et donc, quand on touche une image, on fait apparaître une roue perpendiculaire à cette image qui regroupe, alors là, évidemment, c'est avec un critère scientifique, des images qu'on va voir avec l'image qui a été sélectionnée. Bon, c'est classique dans la méthode de sélection. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt la simplicité finalement de ce modèle, en fait, qui parle de lui-même, et surtout la roue, on sait très bien qu'on n'a pas besoin d'expliquer comment ça fonctionne, ça tourne. Donc après, puisqu'on est plutôt dans cette présentation aussi sur la question de la fabrication des outils, alors ce meuble, il vient de ce qu'on voit autour de nous, c'est-à-dire de ce meuble de Michel Buffet, par exemple, c'est un bureau de 1930, donc tout ça a des histoires, se place dans des séries. Ce meuble de Mickey Russler, par exemple, de 2010, très beau meuble, édité par Sina, ou par exemple ce meuble musique de Georgina Starr, artiste américaine, au Confort Moderne en 2010. Donc vous voyez, des meubles qui sont pensés finalement pour un geste, une action, ou ce meuble du DJ, par exemple, voilà, qui est produit par Hubbard, et qui donne par exemple lieu à une réflexion, c'est-à-dire qu'on va commencer à imaginer un peu des objets spécifiquement pour une navigation dans une base de données avec des écrans, et on va élaborer tout doucement l'objet lui-même pour arriver à un dessin quasi final qui ne pourra prendre finalement de sens qu'avec la main de l'ébéniste, qui lui-même va travailler, articuler, on pourrait dire, la matérialité avec le sens que l'on veut, pour arriver finalement à un meuble qui va aussi intégrer tous les outils et tous les câbles, toute cette matérialité aussi informatique.
pour revenir un petit peu aussi à ces questions de topologie, donc, et aussi le fait que les formes produites, là tu parlais notamment du cylindre, de la forme de roue, cette forme va avoir aussi d'autres développements, c'est-à-dire on a pensé des sortes de variations sur le même thème. Donc ici c'est un projet que nous avons fait avec le CERN, sur la mémoire du CERN. C'est un projet qui était justement de voir comment on pourrait voyager à l'intérieur d'un instrument scientifique. Et donc, voilà, la spirale a donné progressivement cette idée d'une pellicule ou d'une forme qui pourrait aller drainer, aller forer éventuellement même les data. On parlait de data mining. Et ici, voilà, donc l'élaboration à partir des premières photographies. C'est plus marré, c'est les chambres à bulles avec les premières impressions comme ça des neutrons sur les pellicules, et on voit effectivement notre forme se développer progressivement pour aller forer comme ça à l'intérieur de la base de données et faire remonter et émerger en fait compte les images. J'aimerais préciser quelque chose, c'est qu'on utilise, alors pourquoi la vis sans fin est intéressante, parce qu'on voit bien qu'on articule souvent des dualités, l'axe paradigmatique, l'axe syntagmatique. Ici, on utilise finalement les caractéristiques de la vis sans fin, qui est la transformation d'un mouvement de rotation en un mouvement de translation. Ça, c'est intéressant, parce qu'on pourrait de manière infinie, avec cette vis, la faire voyager dans une matière informationnelle qui peut augmenter, diminuer, etc. C'est pas grave. On verra, la vis nous montrera, cette fenêtre nous montrera toujours quelque chose. Et donc, elle est intéressante pour voyager dans le temps, etc. Oui, et elle reprend aussi, historiquement, la colonne Trajane, qui est finalement une des premières pellicules montées, on pourrait dire, sur une vis sans fin, en fait, sur une colonne. Donc le geste peut être le geste du spectateur, on pourrait dire un geste d'un public. On a aussi expérimenté des formes où le geste devient un geste expert, et à ce moment-là, c'est quelque chose qui devient performatif au sens d'une performance, qui prend la forme d'une nouvelle salle de cinéma. Donc ici, le Sky Memory Project, qui est en fait un voyage à l'intérieur des films d'action, une sorte de méta-cinéma. Ce qu'on vous montre là, c'était filmé donc, à l'école des Beaux-Arts du Mans, à Esbatal, par Christophe Domino, qui est ici, qui nous avait invité durant le projet de recherche Grande Image en 2011. Donc ici, dans ce travail, en fait, l'image comme le son sont joués en temps réel. Et on a développé donc des outils pour réaliser cette performance. Donc là, on est vraiment maintenant aussi dans la création finalement de ces nouveaux objets qui nous permettent de naviguer dans ces bases de données. Donc, au cinéma en fait traditionnel, avec les deux pistes, la piste image et la piste son, s'adjoint la piste du code. Et ce code finalement nous permet de gérer à la fois les images entre elles, les rapports des sons entre eux, mais aussi l'image et le son. Et puis aussi le geste du spectateur, ou du moins le geste là, du performeur. Et donc, les outils, et là on parle pratiquement d'organogénèse, c'est-à-dire qu'on est obligé d'instrumenter les performeurs d'interfaces finalement qui parlent le langage de la base de données. Donc là, ici, les tablettes tactiles par exemple, donc ça c'est les logiciels que nous produisons. Tous les logiciels d'ailleurs, la plupart
sont des logiciels que nous fabriquons parce qu'ils sont à notre main. Hein, c'est un peu le travail du luthier. On s'instrumente. Par exemple, la taille des potentiomètres sont liées aussi à la taille de nos doigts. Puis nos capacités à improviser, etc. Voilà, donc une autre pièce, alors là, on parlait plus cinéma, mais on va directement sur les réseaux, donc considérer finalement que sur les réseaux sont les bases de données d'images. Donc Sky Memory Net, donc une pièce assez récente, 2015, où on travaille réellement là avec des caméras de surveillance qui sont autour du monde, hein, et en direct, en fait, on se connecte comme ça sur ces caméras de surveillance. Et après un certain nombre de recadrages, remontage de l'image, on les performe en direct. Donc, ce qui veut dire aussi que les concepts de base de données sont des concepts organologiques, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a à la fois, on hérite de leur phylogénie technique et on réhite, par hybridation, par remontage, on prend leurs schèmes, on les extrait, de manière abstraite, en fait, on les remonte par la programmation. Donc c'est vraiment, la question du langage là se pose de manière très importante. Bon, j'arrête parce que ça dure un peu longtemps. Ce qui est intéressant dans ce type d'outil, c'est quand on parle d'engrammation, c'est qu'on a travaillé donc avec Stena et Udi Vazulka, qui sont deux historiques de l'art vidéo, et qui nous ont finalement transmis la manière qu'ils avaient, eux, d'agir sur les flux vidéo pour faire des images à la fin des années 60. Donc il y a une espèce comme ça de passage d'une histoire et de savoir-faire qu'on a réinvesti dans un nouveau logiciel qu'on partage de manière commune. Et c'est pour ça, par exemple, que si on regarde les peaux rigides des premières performances, comme celles qu'on a fait au Mans, maintenant les peaux, elles sont molles. Et ça, on le doit à Stena et Udi, qui nous ont appris, finalement, à voir ces choses-là. Parce que c'est pas du tout inventer. Pour inventer, il faut voir, quoi. Donc là, peut-être un concept qu'on peut proposer, c'est celui de virtualisation, c'est-à-dire non pas de virtuel, mais plutôt de virtualisation au sens de réinterprétation en fait de ce qui était notamment dans certains types de matériel ou dans les projecteurs cinématographiques ou des choses qui étaient plutôt gelées, on pourrait dire au fraiseur en fait, agencées d'une certaine manière. Donc là, par la programmation, on peut démonter en fait et remonter autrement les éléments. Donc là, par exemple, dans l'expérimentation, on va pouvoir par exemple travailler sur la question, sur la profondeur, et notamment sortir de ces deux dimensions, par les deux dimensions unies. Là, on travaille plutôt dans une troisième dimension, donc avec ici dans le laboratoire une étudiante qui travaille avec un casque de données aussi qui capte les ondes cérébrales, et elle a adapté son geste pour voyager à l'intérieur de l'archive.
C'est à partir de ce type d'expérimentation là qu'on est en train de construire un mur de 25 mètres de long sur 4 mètres de haut pour une exposition à Metz, en fait, pour arriver à ce que les gens interagissent avec la base de données. Ce qui n'est pas évident, puisqu'il faut savoir que faire pour interagir, c'est bien, mais c'est toujours quel sens ça a, justement, d'aller vers l'image pour faire quelque chose. Donc, voilà, donc ça, on passe un petit peu sur cette question du logiciel réalisé au Frénois, mais ce qui est intéressant, moi, ce qui me plaisait, c'était, voilà, ça c'est par exemple, ça c'est Buffalo, hein, c'est donc le début des années 70, 73, 74, et on a ici, on pourrait dire, le hardware, c'est-à-dire des postes de télé, la technologie de l'époque, hein, la nouvelle technologie de l'époque, pour faire des images. Donc on voit les câbles, etc. etc. Après, on a ce qu'on appellerait le système de relations qu'on décrivait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire comment on va fabriquer, finalement, comment on va assembler tout ça pour faire des objets. Et on a après, finalement, l'objet fini, ce que voit le spectateur, c'est une œuvre, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un système de relations en œuvre, en acte. Peut-être que justement, dans le si paradigme il y a, certainement, il y a bon, bien sûr la mutation des surfaces d'inscription avec les écrans, bien sûr, hein, ou des systèmes de projection qui font que on a effectivement d'autres manières d'inscrire les images. Elles ne sont plus forcément gravées sur des supports absolument intangibles. Et d'autre part, effectivement, de la perspective, disons de la Renaissance, globalement, on passe à une perspective qu'on pourrait nommer interactive, hein, selon aussi Jean-Louis Gaultier. L'idée, effectivement, que nos objets, on peut adopter vis-à-vis d'eux des perspectives différentes, multiples, et peut-être éventuellement collaboratives. Et que ces deux mutations-là, techniques, en fait, font qu'on a à la fois une crise des systèmes de représentation, parce qu'on ne sait plus exactement comment envisager et quels seront les critères finalement qui permettent de juger de ces œuvres, et d'autre part, en fait, quels vont être effectivement les nouveaux processus, enfin la manière finalement qu'on va pouvoir justement décrire, hein, et envisager de nouvelles narrations, de nouveaux systèmes qui permettront effectivement de les lire. Voilà, donc par exemple ici une réadaptation, réinterprétation donc d'un travail de Vazulka, hein, des Stena et Woody Vazulka. Voilà. Voilà, c'est-à-dire effectivement, là où les territoires finalement vont se brouiller, c'est que à la fois la donnée et l'instrument qui l'a produit et les modes de navigation, tout ça finalement partage un paradigme commun, c'est-à-dire c'est celui du langage. Et donc il n'y a plus effectivement cette dichotomie entre, je vais dire, le concept de l'œuvre et sa matérialisation, enfin, ou sa réalisation. Je pense ici à Sol Lewitt par exemple, qui écrivait par exemple dans les wall drawings des consignes finalement pour réaliser l'œuvre, et l'œuvre était réalisée finalement à côté. Hein. Là, on a pratiquement finalement le code qui génère en fait sur l'écran. Voilà, on voit la machine algorithmique finalement, on lui donne forme directement. Et cette forme et son contenu sont finalement indissociables. Ça nous renvoie aussi, par exemple, de voir, par exemple, ça sont des images de Woody Vazulka, produites en 1974 avec un processeur qui s'appelle le RUTETRA, et qui permettait de mettre en forme une onde sonore. Hein, ce qui intéressait Woody à cette époque-là, comme Stena, c'était d'avoir des images qui n'avaient pas de bord. Donc on voit, par exemple, avec le logiciel qu'on a créé ensemble, qu'on a remis en scène cette archive. Hein, donc c'est intéressant parce que finalement, on actualise une archive, donc on crée un nouvel objet qui utilise une archive. Donc on est vraiment à une archive au carré. Et ça actualise un peu ce que disait Derrida avec le concept d'anarchive, c'est-à-dire que l'anarchive, c'est la disparition de l'archive, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'archive elle brûle, quoi. Donc c'est un peu ça disparaît. Et donc là en fait on est vraiment dans quelque chose qui recrée de nouveau une archive.
on va conclure là, bon, ça me rappelle, j'aimerais bien finir en parlant d'un artiste que je connais, c'est Jim Campbell en fait, qui travaille l'image, et c'est assez intéressant son travail puisqu'il essaye de travailler avec une image, on pourrait dire minimale, avec le minimum d'informations pour la compréhension de l'image, et qui a fini par faire une œuvre avec, je ne sais plus combien, 2 ou 3 milliers de LED, finalement, qui est un écran, avec chaque LED est un pixel, on pourrait dire, et l'écran, vu sous un certain angle, refait une image, et vu sur les côtés, finalement, est simplement un amoncellement de diodes. Et je trouve qu'il y a quelque chose sur ces mémoires ou sur ces archives qui est intéressant, parce qu'on pourrait dire peut-être que chaque LED est en soi-même déjà une bibliothèque avec des éléments. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui nous interroge sur justement la manière de sauvegarder finalement les milliards d'informations qui circulent aujourd'hui dans le monde. Et je trouve que là, il y a une voie qui est intéressante chez Jim Campbell. Merci.